Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un format un petit peu particulier, c'est la première fois que je vais le tester avec vous sur cette chaîne. Donc c'est un environnement ici que j'ai aménagé dans mon studio pour vous présenter cette vidéo. Et peut-être d'autres qui arriveront un petit peu plus tard, donc il faudra me dire si ça peut vous intéresser. Notamment pourquoi pas pour de la présentation de matériel. Et ce serait un plaisir de partager ça avec vous. Alors, on va revenir sur la rétrospective des randonnées que j'ai pu faire durant cette année 2023 qui a été vraiment riche en aventures et aussi en rencontres. Au total, pas loin d'une trentaine de vidéos que vous avez pu découvrir sur cette chaîne cette année. Donc, c'est vraiment un niveau qui est un petit peu plus important que les années dernières. Donc, je prends toujours autant de plaisir à partager avec vous ces randonnées. Pour ceux qui peuvent randonner, pour ceux qui ne peuvent pas randonner, ceux qui ont envie de découvrir, ceux qui connaissent déjà et qui ont envie de revoir tous ces coins des Pyrénées qu'on aime tant. Et il s'est passé beaucoup de choses cette année. Il y a eu des bivouacs, il y a eu de superbes rencontres, il y a eu des 3000, les premiers atteints depuis que je randonne. Donc vraiment une année extrêmement riche. Et cette année commence donc par le mois de janvier 2023 où je suis parti à la cabane de la Hosse tout seul. Donc c'était juste après une chute de neige. Vraiment un moment extraordinaire, c'était une neige de cinéma. J'ai fait la trace donc depuis le lac de Paillat où je me rappelle il faisait très froid. Jusqu'à la cabane de la Hosse avec une petite boucle et vraiment des paysages somptueux. Donc pour démarrer l'année, il n'y avait rien de mieux que de commencer par cette cabane de la Hosse qui pourtant c'est pas une grosse rando, c'est à peine je crois 300 ou 400 mètres de dénivelé, donc c'est accessible à tous, mais c'est très bien. Et pour ceux qui veulent découvrir la raquette à neige, c'est parfait, c'est idéal. C'est sécurisé, il n'y a aucun danger. S'en est suivi deux randonnées où j'ai pu aller à la rencontre de la faune locale. La première, c'était avec les isards. Alors, je ne vais pas volontairement donner les lieux à chaque fois. Ceux qui connaissent bien les Pyrénées reconnaîtront très certainement. Pour la première randonnée, j'étais accompagné de Sébastien et François. On est monté dans les Pyrénées pour aller faire de petites randos. On avait quand même comme objectif de photographier les isards. On ne savait pas s'ils y étaient et on les a trouvés. Après quelques heures de marche, on a pu faire une approche superbe, donc sans les déranger. Alors j'avoue qu'on avait des tenues un petit peu bizarres à l'époque, mais on pensait qu'on allait mieux se fondre dans le paysage. En fait, pas du tout. Avec la neige qu'il y a, on était autant visible que si on n'était pas en tenue de camouflage, mais c'est pas très grave, on les a pas dérangés, ils sont pas partis. Et on a pu faire une approche environ à 50-100 mètres. C'était vraiment un super moment qu'on a passé là tous les trois pour débuter cette année. Et ensuite, pour le coup, rencontre avec les bouquetins. Là, j'étais tout seul, j'ai pu les approcher. Alors, la grosse différence des isards et des bouquetins, c'est que autant les isards, si on les approche un petit peu trop près, à moins de les surprendre, mais ils s'échappent très vite. Autant les bouquetins, c'est presque des animaux de compagnie. C'est un peu exagéré, mais c'est pas loin, puisqu'on peut les approcher et en fait, à 15, 30, 40 mètres, ils bronchent pas, du moment qu'on fait pas de gestes brusques. Alors, en y allant tout doucement, en essayant quand même plus ou moins de se camoufler derrière des cailloux, à ramper. C'est ce que j'ai fait pour les approcher ici et j'ai pu vraiment faire de très belles photos. Très proches, c'est la première fois que j'en voyais autant et c'était un super plaisir. Je pense que j'y repartirai là au printemps en 2024 à la fonte des neiges pour essayer de les capturer en photo encore. Arrive le printemps et le mois de mai. Le mois de mai, il s'en est passé pas mal des choses. La première, j'avais en tête d'aller découvrir l'Ariège.
J'étais parti sur une base de 3 journées de randonnée d'affilée avec 2 nuits là-bas sur place. Alors vous savez, entre-temps, j'avais aménagé mon Duster. Vous allez pouvoir retrouver les vidéos ici en fiche. J'avais aménagé mon Duster pour pouvoir y dormir dedans et j'ai décidé de partir tout seul du côté des étangs de Bassiès, étangs de l'Hers et Cascade d'Ars, et j'arrive le premier soir. Alors déjà, petite anecdote, c'est que je me fais arrêter par la gendarmerie dans la vallée juste avant d'arriver, je ne sais pas exactement. Je suis tombé sur un gendarme très sympa. Bon, voilà, il a après vérification des papiers, il m'a demandé ce que je faisais, où j'allais, et je lui ai dit ce que j'allais faire. Donc il m'a dit qu'il connaissait pas mal, puisque lui aussi aimait beaucoup la montagne, et il m'a donné 2-3 petits tuyaux, donc vraiment très sympa. Et j'arrive donc ce soir-là au bord de l'étang de l'Hers, il y a quelques voitures qui sont garées. Et j'installe tranquillement mon petit bivouac dans mon Duster en attendant le lever de soleil. Donc comme à mon habitude, je mets le réveil assez tôt, à 5h, 5h30 du matin. Je me dis que peut-être qu'il y aura un lever sympathique. Et là, grosse surprise, effectivement, il y a de beaux nuages dans le ciel. Et je sais que quand le soleil va se lever, qu'il va passer en dessous de l'horizon à l'est, enfin juste qu'il va passer l'horizon à l'est, eh bien, il va colorer ces nuages et leur apporter des couleurs très très chaudes, et c'est vraiment ce qui s'est passé, ça n'a pas loupé. En plus, il y avait très peu de vent, voire pas du tout de vent sur le lac, donc j'ai un effet miroir terrible que j'ai pu capturer en photo et en vidéo même, ça rend très très bien, un super ciel. Et c'était de bon augure donc pour cette rando en terre ariégeoise qui a duré quelques heures. Ensuite, je suis monté donc dans la foulée en passant par le col d'Agnès, si je dis pas de bêtises, je me suis garé un petit peu plus bas et je suis monté jusqu'à un beau promontoire qui dominait les étangs de Bassiès et le refuge de Bassiès. Là aussi, très très belle découverte, mais rando un petit peu physique, 600 ou 700 mètres de dénivelé à mon souvenir. Et puis j'ai pas traîné parce que l'après-midi j'avais un gros programme aussi, je devais rejoindre la cascade d'Ars. Et la cascade d'Ars, alors même si l'altitude n'est pas très élevée, elle est un petit peu longue, elle se mérite. Quelques kilomètres à marcher sur un sentier en plus qui est carrossable, donc qui n'est pas forcément très très agréable. Mais en tout cas, une superbe découverte. Donc on était au début du printemps, hein, les arbres étaient très très verts. Enfin, toute la nature reprenait à ce moment-là, et j'ai pu m'approcher très très proche donc, de cette cascade. Et j'ai pu aussi faire voler le drone parce que je suis arrivé, c'était la toute fin d'après-midi. Il n'y avait personne dans le coin et donc j'ai fait de superbes plans. J'en garde vraiment un très bon souvenir, ce cascade. C'est pas pour rien qu'elle est réputée être comme la plus belle des Pyrénées, vraiment ça vaut le coup et je vous invite à y aller si jamais vous avez l'occasion. C'est vraiment possible et accessible à tout le monde, même avec les enfants. Donc si vous êtes en Ariège, faites un petit tour par ce cascade d'Ars, vous ne serez pas déçus. Et je pense qu'à l'automne, elle doit être aussi absolument magnifique. Ensuite, je devais randonner le lendemain au-dessus du lac de Betmal. J'avais fait mon petit road trip là sur mon petit bout de papier. J'arrive donc le soir après plus de 1200 mètres de dénivelé. Le matin, les étangs de Bassiès, l'après-midi, la cascade d'Ars. J'arrive pour me reposer à l'étang de Betmal. Et là, en fait, à ma grande surprise, je me rends compte que le lendemain matin, il y a un concours de pêche et que pour le coup, il y a beaucoup de monde. Alors si ça me gênait pas forcément au début, ça m'a gêné quand ils ont commencé à être assez bruyants. Parce que ils faisaient aussi la fête, ils étaient là pour faire la fête. Donc ça fumait, ça buvait, et là j'ai dit non, c'est plus pour moi, je vais pas pouvoir aller randonner là-haut demain. Donc j'ai fait mes valises et je suis rentré à Tarbes. Donc c'était un rendez-vous en terre ariégeoise très très court, mais très intense. Et je n'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner pour découvrir d'autres coins, parce que je suis sûr que ce département et ces montagnes ariégeoises peuvent en offrir énormément. Et puis arrive le mois de mai, le printemps est là, c'est vrai que c'est une saison que j'apprécie beaucoup, puisqu'on peut aller un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. Et alors ça fait quelques mois, voire quelques années que j'envisage de filmer sous une forme de web-série, enfin de documentaire, de filmer des passionnés des Pyrénées comme moi. Et j'avais contacté Katia et Jean-Pierre quelques temps avant et je leur avais dit que j'aimerais beaucoup faire ce premier documentaire sur eux et avec eux parce que j'appréciais pas mal ce qu'ils faisaient, j'appréciais même beaucoup ce qu'ils faisaient. C'est des randonneurs qui pratiquent la montagne quasiment tous les week-ends et qui la parcourent d'est en ouest et du sud au nord, et surtout qui publient des vidéos qui mettent à disposition sur leur chaîne qui s'appelle Respirando. Et j'ai dit, je me suis dit que c'était vraiment peut-être un premier sujet très intéressant. Et on est donc parti du côté du Castillo-Mayor, donc on a passé la frontière, on était en Espagne et j'ai pu apprendre à mieux les connaître à ce moment-là. Je les avais équipés de micros, j'avais amené le drone, les caméras forcément pour faire ce petit documentaire d'une vingtaine de minutes, pour comprendre un petit peu ce qui les a menés à aimer autant les Pyrénées
et aussi à comprendre un petit peu ce qui les amenait à partager autant avec leur communauté, comme un petit peu ce que je fais aujourd'hui et ce que je fais depuis quelques temps. Voilà, j'avais besoin de comprendre ça et de le retranscrire au travers d'une vidéo. C'est ce que j'ai fait en les suivant toute la journée du côté du Castillo Mayor, donc très belle randonnée avec de très belles falaises qui surplombent, en fait, qui tombent face au Mont Perdu. Et de l'autre côté, on a toute la plaine d'Ainsa en Espagne. C'est vraiment un coin très beau. Et j'ai donc pu apprendre à découvrir Katia et JP, et qui sont devenus du coup après de très bons amis puisqu'on a continué les randos. Donc ça, c'était la toute première, et en fait il va y en avoir beaucoup d'autres jusqu'à la fin de l'année, mais vous le verrez plus tard. Quelques temps après, direction le Caballeros, deuxième randonnée avec Katia et JP. Le courant était très bien passé sur la première randonnée au Castillo Mayor. On s'est dit tiens, on va recommencer, on va voir si ces liens qu'on a tissés sont bons ou pas, et c'était le cas puisqu'on a découvert, en tout cas moi j'ai découvert le Caballeros. Katia et JP le connaissaient déjà. C'est vrai que c'est un sommet que j'étais pas forcément très attiré puisque pour moi, en fait, dans ma conception un petit peu de la randonnée et des paysages que je veux photographier, tout ce qui est à proximité du Piémont est un petit peu moins intéressant à mes yeux que ce qui se passe plutôt en fond de chaîne ou en Espagne, que je ne connais pas du tout. Et en fait, je me suis trompé puisque cette randonnée au Caballeros est très intéressante. Le panorama en haut est vraiment grandiose. J'avais pu amener le drone et c'est vrai qu'on a une vue à 360 qui est vraiment très jolie sur, que ce soit sur Gavarnie, le pic du Midi, le Piémont et les vallées. Donc c'est vraiment une très belle randonnée qu'on a pu faire là. Et c'était donc notre deuxième randonnée ensemble, et ça en a amené pas mal d'autres par la suite. L'été arrive, on passe au mois de juillet, et en juillet, on est parti pour commencer au lac de Bastia. Le lac de Bastia, c'est un lac qui se fait alors soit depuis la vallée de l'Espone, soit qui peut se faire depuis Otakam, et c'est ce qu'on a fait. Alors je suis parti avec François et Sébastien. Alors là, il y a quelques petites anecdotes qui sont assez sympas. C'est que on est parti un soir d'orage, en fait, et comme j'ai été le témoin du mariage de Sébastien quelques mois auparavant, Sébastien, pour me remercier de l'avoir fait les photos le jour de son mariage, m'a offert un four à pizza. Mais alors un four à pizza à gaz, et très lourd. Vraiment quelque chose de très sympa qui donne des pizzas comme au restaurant. Et j'avais dit à Seb, écoute Seb, je vais amener ce four un jour en montagne, et on se mangera des pizzas en montagne. Et c'était là, c'est là que c'est arrivé. Donc sur cette montée au lac de Bastia, alors forcément je ne l'ai pas amené là-haut parce qu'il pèse 15 kg quand même le bazar. Donc on l'a laissé pas loin de la voiture, on attend que l'orage passe, il est déjà 21h30, 22h, il fait quasiment nuit, je sors la table, je mets le four à pizza dessus, j'avais préparé tous les ingrédients dans un sac isotherme. Et je commence à faire donc les pizzas. Vraiment un moment très sympa. On en a mangé, je crois, 4 ou 5 à tous les trois. On s'est couché à 2 ou 3 heures du matin après avoir fait un petit karaoké improvisé là-haut. Bref, un super beau moment. Et le lendemain, on attaque la montée au lac de Bastia. On était un petit peu fatigués. On avait une quinzaine de kilos chacun dans le dos. François avait amené son gros objectif, là, son 400 mm pour photographier les isards. Et en fait, il a monté pour rien parce qu'on n'a absolument vu aucun isard dans le coin. Mais on a passé la deuxième nuit du coup au lac de Bastia. Sébastien en a profité pour se baigner dans le lac. C'était un moment sympa. On a pu même photographier la Voie lactée la nuit tombée. Donc vraiment très chouette rando. De mémoire, si je dis pas de bêtises, c'était le premier bivouac de cette saison 2023, donc tout début juillet. Toujours au mois de juillet, je retrouve Katia et JP. Cette fois-ci, comme à notre habitude, on repart en Espagne, du côté des Baños de Panticosa. On va passer 2 nuits là-bas et une journée de randonnée. L'objectif, c'est de monter au lac de Tebaray. L'objectif initial était de monter jusqu'au pic de Tebaray, mais il y a eu quelques petits couacs, donc la randonnée assez longue, je crois 9 km de montée, donc ça fait pas loin de 20 bornes aller-retour, avec pas mal de dénivelé. Je crois que c'était 1250 mètres de dénivelé, donc assez costaud. Déjà on passe une première nuit avant de démarrer la rando au lac de Panticosa. Alors moi forcément il y a le boîtier, je vais le sortir, je sais qu'elle a la Voie lactée, je veux qu'elle passe absolument dans le creux du vallon qui est en face du lac, et je vais même réaliser un petit time-lapse. Donc je me couche très tard, je crois que c'était quasiment 3 heures du matin quand je me suis mis dans mon Duster, parce que j'avais aménagé mon Duster quelques mois avant pour pouvoir y dormir. Donc déjà il y avait la fatigue. Sur la montée assez haut, assez loin, Katia va glisser sur un petit caillou et se faire mal à l'épaule. Donc petit moment d'angoisse, et moi je vais faire un mini malaise, on va dire, une fois arrivé au col de Tebaray. Enfin, je me sens pas très bien, on est très haut, la fatigue, tout ça, je me sens pas très bien. On devait initialement aller jusqu'au sommet, mais on va pas y aller. Enfin, en tout cas, moi, je décide de pas y aller, et ils restent avec moi, ils comprennent un petit peu ma décision. C'était plus la pente, enfin, le dénivelé, le dévers.
plus la fatigue, j'étais pas chaud à monter jusqu'à là-haut. Donc on s'est arrêté, j'avais quand même pas mal de regrets et on est redescendu tranquillement. Mais on a passé en tout cas 2 superbes nuits là, au niveau des Bagnos de Panticosa, c'était vraiment chouette. Et je crois même qu'on va bientôt y repartir parce qu'on aimerait faire cette fois-ci peut-être le Garmo Negro, un autre sommet qui est pas très loin mais qui est tout aussi haut. Donc je pense qu'on va se faire ça rapidement là, dès que les beaux jours vont revenir en Espagne. Toujours au mois de juillet, le pic d'Ansaber. Cette fois-ci je suis en solitaire. Le pic d'Ansaber c'est en vallée d'Aspe, c'est une des vallées que je préfère le plus dans les Pyrénées. Tout ce qui s'y trouve est beau à mes yeux. J'adore y randonner, j'adore n'y rien faire, j'adore y dormir. Bref, c'est la 7e ou 8e fois je pense que j'y allais. Et cette fois-ci, j'avais décidé de monter au pic d'Ansaber. Alors, à première vue, quand on le voit d'en bas en arrivant, le pic d'Ansaber a l'air inaccessible parce qu'il y a une grande paroi rocheuse devant, qui d'ailleurs se fait en escalade, et qui paraît complètement inaccessible. Mais en fait, en passant par le col, ensuite, on y arrive plutôt facilement. J'étais le tout premier là, ce jour-là à randonner, j'étais parti très tôt, encore avec la nuit, et j'avais mon drone avec moi, donc j'ai pu faire des images superbes. Et après, il y a un petit peu plus de monde qui est arrivé, donc j'ai rangé tout ça avant de redescendre. Mais voilà, Ansaber, les aiguilles, c'est vraiment un endroit que je vous recommande mais 1000 fois parce que de n'importe où que vous soyez, hein, sur la falaise, au pied, à droite, à gauche, peu importe, c'est toujours un spectacle qui est grandiose à toute saison. Et d'ailleurs j'y suis retourné une 2e fois cette année, c'était cet hiver, là, il y a quelques temps, j'ai pas filmé la randonnée. J'étais avec Katia, JP et Sébastien et on est monté jusqu'au lac d'Ansaber avec la neige. Voilà, toujours un moment super agréable. Quelques jours après, direction le lac du Hurat. Le lac du Hurat, c'est un petit lac qui est très peu connu, enfin bien moins connu que son grand frère qui est plus bas, le lac d'Iléou. Donc on démarre du Camp Basque à Cauterets. Là aussi j'avais dormi la veille pour partir tôt le matin. J'aime bien randonner et commencer assez tôt. Donc je suis le premier à arriver, que ce soit au lac d'Iléou ou au lac du Hurat. Et grosse surprise à la descente puisque quand j'arrive au-dessus, enfin entre le lac du Hurat et le lac d'Iléou, en fait je vois une masse de gens qui sont à côté du refuge d'Iléou, mais incroyable. Je pense qu'il y avait au moins une centaine de personnes et c'est la première fois que je voyais autant de monde en montagne, en plein été. Alors c'est très touristique, on est à Cauterets, mais je ne m'attendais pas à ça. J'ai dû attendre je crois 15 ou 20 minutes avant de pouvoir commander ma bière au refuge. Et voilà, c'est bruyant, les gens se baignent, ils sont à la plage presque quasiment, parce qu'il y a des serviettes au bord de l'eau. Voilà, c'est un contraste qui était assez saisissant, puisque en haut j'étais complètement tout seul au lac du Hurat, et en bas j'étais parmi une centaine de personnes. Donc sentiment très particulier, mais hormis ça, le lac est vraiment très joli. Il sort un petit peu des sentiers battus jusqu'au lac d'Iléou, puisqu'il faut continuer encore, ça grimpe pas mal, mais ça vaut vraiment le coup. Nous sommes au mois d'août. Le mois d'août va marquer une grande première pour moi puisque c'est mon tout premier 3000. Et pour mon tout premier 3000, Katia et JP m'ont concocté un menu parfait puisqu'il m'amène au Petit Vignemale. Alors je ne vais pas commencer par le Grand Vignemale, mais par le Petit Vignemale. Alors je m'attendais à quelque chose de compliqué, de technique, de long, de difficile, d'essoufflant. Enfin bref, de vraiment quelque chose qui ne me correspondrait pas forcément en tant que photographe randonneur. Et en fait j'ai été surpris mais euphoriquement une fois arrivé au sommet. Donc la montée tranquille hein, par le barrage d'Ossou, on arrive au refuge de Baïselance, petite pause et ensuite on continue à monter, on arrive à l'orquette d'Ossou avant d'entamer la dernière montée jusqu'au Petit Vignemale qui est à 3032 mètres si je dis pas de bêtises. Il y a un petit pas où il faut faire attention une fois arrivé en haut, il y a une grande dalle mais il faut sauter un petit peu. Mais une vue extraordinaire et puis le sentiment d'avoir fait son premier 3000, enfin, c'est quelque chose d'assez fort, même si c'est pas un 3000 très dur, très engagé, c'est quand même un 3000 et depuis 7 ou 8 ans que je randonne dans les Pyrénées, ben, c'était le tout premier, donc c'était vraiment un moment magique. Je remercie encore Katia et JP de m'avoir permis de découvrir ça. Et en fait, cette année, j'en ai fait 4 ou 5, 3000. Bon, parmi les plus faciles, je vous le cache pas. Mais quand même, faut pas oublier que dans le dos, j'ai pas mal de matos photo. Et que 3000, c'est déjà un exploit pour moi en soi. Et quelques jours après, donc je suis cette fois-ci avec Sébastien, on va attaquer mon deuxième 3000, mais son premier 3000, le pic du Taillon. Alors le pic du Taillon, moi on m'avait dit que c'était parmi le plus facile de toute la chaîne des Pyrénées, et alors j'en ai pas fait 50, hein, mais par rapport au Petit Vignemale que j'avais fait quelques jours avant seulement, j'ai trouvé que c'était un tout petit peu plus engagé. Il y a 1 ou 2 passages de plus par rapport au Vignemale où il faut s'aider des mains sur une petite paroi qu'il faut contourner et surtout avec pas mal de vide d'un côté. Donc c'est vrai que par rapport au Vignemale, ben, je trouve que le Taillon est un tout petit peu plus engagé, bien qu'il soit quand même
très accessible. On décide de partir en toute fin de journée. L'idée c'était de dormir dans une grotte au niveau de la brèche de Roland, mais côté français, puisque côté français c'est autorisé, côté espagnol les bivouacs sont interdits. Et en fait en arrivant au refuge des Saradettes, on se rend compte que la grotte est occupée, il y a 3 ou 4 personnes, et qu'on ne va pas pouvoir y passer la nuit, donc on décide d'y monter quand même pour se renseigner, hein, voir si ces gens-là comptaient y dormir ou comptaient juste faire le coucher de soleil et redescendre. En fait, ils comptaient vraiment y dormir, donc on a dû passer côté espagnol, longer la paroi qui se dirige vers le Taillan en plein ouest. Et là, il y a tout un tas de petites cavités où on peut dormir. D'ailleurs, on n'était pas les seuls, hein. Il y avait des Français et des Espagnols qui dormaient. On a trouvé une seule cavité qui était disponible, on s'y est mis, on sait qu'on n'avait pas le droit. On a évité de faire du bruit, etc. On s'est fait tout petit, on a tout rangé au matin et on a passé une nuit absolument fantastique puisque la Voie lactée s'est levée. On a pu faire des superbes photos dans cette cavité là qui ressemblait un petit peu à une grotte. Donc on a passé, enfin moi en tout cas j'ai passé l'une de mes meilleures nuits en montagne dans les Pyrénées depuis que je fais de la rando et j'en ai fait quand même pas mal. Et ensuite le lendemain matin on se lève assez tôt pour arriver au Taillan, on se dit qu'on va faire le lever de soleil et malheureusement en fait on voit des flashs orageux sur l'Espagne. Et là on commence à craindre un petit peu, on se dit est-ce que ça vaut vraiment le coup de monter au Taillan, surtout que le Taillan il était dans la brume complet, on ne le voyait pas du tout. Et alors on a attendu un petit peu, le temps de réfléchir, on s'est fait le lever de soleil pas loin du doigt de la fausse brèche, ou du faux doigt de la brèche. On a attendu que le lever de soleil se fasse là, et puis dès que le lever de soleil est arrivé, le Taillan s'est dégagé, et là, magie. C'était splendide, on est monté, on a atteint le sommet assez vite. C'était le premier 3000 à Seb, il était tout autant euphorique que moi je l'étais quelques jours avant au Petit Vignemal. Et vraiment le coin est splendide, c'est vraiment un petit joyau qu'on a là à Gavarnie. Je le conseille à tout le monde, pareil, hein, ceux qui ne l'ont pas fait, de le faire. Bon, il faut être un minimum équipé, mais il est faisable et c'est splendide. Il n'y a pas d'autre mot, c'est splendide. Toujours au mois d'août, cette fois-ci, le Cambiel avec Katia et JP. On passe la nuit au bord du lac de Cap-de-Long. Il y a pas mal de monde, il y a des gens qui escaladent, il y a des pêcheurs un petit peu plus bas. Bref, le parking est blindé. Et on va se faire donc la montée au Cambiel qui est un petit peu longue, mais c'est un 3000 encore qui est, je trouve, assez facile. Même plutôt facile, avec une petite dernière remontée peut-être qui est un petit peu longue là dans un grand pierrier où il faut monter en dévers, mais enfin ça passe tout seul en plein été, surtout quand le temps était comme on l'a eu ce jour-là. Donc très content, vraiment j'avais amené en plus en haut une petite bouteille de champagne, une petite coupette pour remercier en fait Katia et JP de m'avoir fait vivre mon premier 3000 quelques semaines avant au Petit Vignemal. Là j'ai fait l'effort, je l'ai monté, on a trinqué ensemble, c'était vraiment un moment qui s'est aggravé à jamais, cette montée au Cambiel. En plus on a croisé Didier et son frère, des randonneurs aussi, youtubeurs qui font beaucoup de vidéos sur leur chaîne et on s'est croisés, on a passé un bon moment ensemble, on a fait toute la descente ensemble. Bref, le Cambiel, c'était vraiment un très bon moment. On est maintenant au mois d'octobre, alors les journées commencent à raccourcir, il se fait un petit peu plus frais, et on décide avec Sébastien de se refaire un 3000. Alors on avait déjà regardé le topo sur le Grand Tapou, on savait qu'il était accessible, il n'y avait pas de neige, donc pas besoin d'équipement à cette période-là, et c'était tant mieux parce que c'est quand même un gros morceau le Grand Tapou. On part la veille, toujours pareil, on dort sur le lac d'Ossou. Alors pour la petite anecdote, Sébastien avait cassé son pot d'échappement dans la montée, puisque la montée du lac d'Ossou, elle est, du barrage d'Ossou, elle est assez cabossée, enfin vraiment en mauvais état, et il avait une petite Fiat Panda assez ancienne et le pot n'a pas résisté, il est tombé, on a dû le sangler en pleine nuit à les frontales. Bon bref, petite anecdote sympa et toujours un bon souvenir. On passe la nuit au lac d'Ossou, on démarre à 4 ou 5 heures du matin en pleine nuit pour arriver au lac de Montferrat et faire le lever de soleil sur le Grand Tapou. Donc on arrivait un petit peu à l'avance et on a eu le temps d'apprécier ce lever de soleil et ces premiers rayons là qui venaient caresser la face est du Grand Tapou. Et après par contre quand on voyait ça on se dit ah ouais, il y a quand même tout ça à monter, c'est quand même un sacré morceau, mais bon. On l'a fait, on a continué, et malgré un passage un petit peu délicat, vraiment pour arriver au sommet du Grand Tapou, où il faut céder pas mal des mains, en fait ça en valait vraiment le coup, parce qu'on a une vue qui est splendide, sur toutes les vallées de Gavarnie, de Cauterets, bref, vraiment un coin très joli.
mais quand même assez physique, hein, 1003 je crois si je dis pas de bêtises, donc avec du matériel photo dans le dos, c'est vrai que c'est assez costaud, et quand on est arrivé à la voiture le soir, on en avait absolument plein les pattes, mais c'était du coup un Super 3000, le 4e pour moi. Et puis arrive tranquillement la fin d'année, alors avec quelques petites randos qui se sont rajoutées entre temps, le pic du Gers, col de Bastanais, le lac de Bassamp aussi, il y a eu également le lac d'Opale et Cambalès où je suis parti avec François en pleine nuit, donc jusqu'au refuge Wallon, puis on a continué à monter pour faire le lever de soleil sur le lac d'Opale, c'était vraiment magnifique, un moment extra qu'on a fait en aller-retour, 25 bornes dans les pattes, assez costaud, mais pour le coup vraiment chouette, très très belle rando, ce lac d'Opale on en avait parlé et j'ai pas été déçu de pouvoir le découvrir. Et puis il y a eu là, il y a quelques jours, enfin quelques semaines récemment, l'Ibonde de Piedrafita, toujours en Aragon, en dessous de Formigal, très très belle rando que nous ont fait découvrir à moi et à Sébastien, Katia et JP. On est monté à ce lac avec cette grande paroi qu'il y a devant, là, qui est absolument magique, enfin tout ce que j'aime. Ça me fait penser aux Dolomites et c'est pour ça que je pense que j'ai autant aimé. Puis on a fait une petite boucle, on est parti un petit peu plus au loin, une randonnée je crois très faible en dénivelé, à peine 300-400 mètres je crois. Mais un petit peu longue, un petit peu plein les pattes quand on est rentré. Mais très très belle découverte, cette Ibonde de Piedrafita. Et on arrive à la fin d'année, plus que quelques randonnées avant de passer en 2024. Et il y a eu notamment le lac de la Glaire que j'ai fait tout seul il y a quelques jours. Je suis un peu déçu parce que le temps a tourné très vite une fois arrivé en haut et ça a coupé net ma progression. J'ai pu monter un tout petit peu plus que le refuge de la Glaire. Mais après, stop, la pluie est arrivée, donc j'ai essayé de rentrer. Donc pas mal de déceptions, mais c'est pas grave, j'y repartirai peut-être en 2024 pour redécouvrir ce coin que je connaissais déjà, puisque j'y avais été au tout début où j'ai commencé à randonner dans les Pyrénées, c'était il y a 5 ou 6 ans. Et j'avais été émerveillé en fait par la beauté du spectacle là au pied du Neuville. Vraiment un coin somptueux. Puis il y a eu le lac d'Estaing quelques jours après. Là aussi j'étais venu il y a quelques temps bivouaquer en plein été de l'autre côté du lac et je m'étais dit là il faudrait peut-être y revenir en hiver, je pense que ça peut être sympa. L'accès se fait par le tunnel de Samport sur un parking qui est à proximité. Neige fraîche, il faisait un petit peu frais, mais vraiment très très belle redécouverte de ce lac avec toujours ces grandes parois là qu'il y a à côté qui sont au pied du Viserin, qui sont vraiment extraordinaires et je vous invite du coup si vous pouvez y aller à le faire parce que ça vaut vraiment le coup. Plus récemment la Peña Foratata, toujours avec Katia et JP, on était un petit peu tous malades, hein, donc c'était on va dire une randonnée de reprise. On a mis je crois 6 ou 7 heures pour faire la boucle d'à peine une dizaine de kilomètres. Donc vraiment on était en mode lent et contemplatif, mais quand même il a fallu grimper parce que c'est des parois qui sont assez impressionnantes vues d'en bas. Quand on passe de l'autre côté c'est beaucoup moins impressionnant, mais c'est tout aussi beau une fois arrivé en haut. Il avait pas mal neigé, on a croisé des isards et puis on a fait une boucle après pour revenir. Là encore une très très chouette randonnée qu'on a pu faire à la journée. Et enfin pour terminer cette année 2023, le pic de Peyreger. Mais alors le pic de Peyreger ne s'est pas passé comme prévu, puisque de base nous devions monter au vertice d'Anaillé. Donc passer la frontière au niveau du col du Pourtalais, redescendre un petit peu vers Formigal, tourner à droite, emprunter une route de 2,5 km pour se garer sur le parking de la station en fait d'Anayette. Qui fait partie d'un groupement de stations. Alors pour info, le parking doit faire à peu près 800 places. On voyait quand on est arrivé les dameuses, en plus il y avait la pleine lune, donc on voyait très très bien. Donc un immense parking et on arrive très tôt, on arrive à 2 h du matin. On voulait faire le lever de soleil au vertice, c'est pour ça qu'on est parti tôt. On arrive à 2 h du matin. On se dit qu'il est un petit peu tôt hein, pour partir en rando. Si on part à 2 h, on va être au sommet entre 5 h et 6 h. Et que le soleil se levant à 8 h, 8 h 30 et les premières lueurs arrivant vers 7 h 30, ben, ça ferait peut-être un peu tôt et qu'on allait se cailler certainement là-haut. Donc on s'est dit, bon, on va attendre, on va se faire une petite sieste dans la voiture. C'est ce qu'on fait, on poireaute environ 1 heure et puis on commence à sortir de la voiture, préparer les affaires. Et là, on voit une voiture qui arrive et qui tourne autour de nous. Et on remarque sur la portière qu'elle fait partie de la communauté d'Aragon, bref, un groupement comme ça. Et là on s'est dit que ça sent pas bon et en effet le gars nous parle en espagnol en plus et nous dit qu'en gros on n'a pas le droit d'être là. Alors on lui dit mais écoutez là la station ouvre dans 3 heures, est-ce qu'on peut pas, on doit aller faire le lever de soleil au vertice d'Anayette. Si on part se garer sur la route on n'aura jamais le temps de le faire et on aura loupé la rando. Mais en fait bon, il était très gentil mais il n'a rien voulu savoir donc il nous a fait partir.
Et on arrive du coup sur la route principale, la route qui menait du Pourtalais à Formigal. Et là on s'est dit mais on peut pas refaire les 2,5 km, on va perdre 45 minutes et on va arriver à la bourre, on va se speeder, certainement du coup faire des erreurs. Donc on était très déçus. Moi j'étais vraiment déçu de ne pas pouvoir le faire, surtout que bon voilà, on gênait absolument personne. On n'avait pas dormi là, on n'était pas venu, on n'avait pas planté un bivouac ou quoi que ce soit. Mais oui, c'est vrai qu'on allait amener rien niveau argent à la station d'Anayette, si ce n'est que de stationner sur le parking. Donc vraiment grosse déception pour moi en tout cas. Et il a fallu trouver un plan B. Alors on s'est dit, est-ce qu'on repart à Piedrafita pour faire le lever? On venait d'y aller quelques semaines avant. Ou je me rappelais que j'étais monté il y a très longtemps au-dessus du cirque d'Anéou jusqu'au col de Liu. Et j'ai dit à Seb, si tu veux voir un lever de soleil sur l'Osso, ben, peut-être qu'il faudrait aller par là. Et c'est là qu'on va aller. Donc on va randonner de nuit, éclairé par la pleine lune. La neige est béton, verglacé, c'est du carrelage vraiment. Donc heureusement on a les crampons. Et puis on va emprunter le sentier d'été qui monte jusqu'au Soum de Pomby. Et en fait on s'est trompé, mais comme on n'avait pas prévu, on l'a pas trop anticipé. Et on a dû traverser, passer sur le sentier qui était en dévers sur le cirque d'Anéou, très long. Et en fait on verra au retour qu'on aurait pu couper tout droit et monter directement, on aurait gagné 1 heure. Mais bon, dans la précipitation on l'a pas fait. Et on entame donc la dernière montée à partir du col de Liu on voulait aller au sommet du Pays Roger. Mais la neige était très dure et malgré les crampons, il y avait pas mal de vide. Connaissant moi l'angoisse que j'ai un peu quand il y a un petit peu trop de vide, donc je fais la première montée, un petit peu à reculons, mais j'y arrive. Et après, je dis à Seb, stop, on va pas plus loin. Si on monte après et qu'on arrive au PRG, il y a des passages en dévers et il y a 300 mètres de vide derrière. Donc non, ça sert à rien. En tout cas, si tu veux le faire, ce sera sans moi et moi je reste ici. Et on a fait le lever de soleil à cet endroit-là. C'était quand même super. On était à 2002 ou 2003, je crois, avec des lueurs là sur les sommets qui étaient en Espagne et puis sur le pic du Midi qui était vraiment extraordinaire. Et c'était donc cette randonnée-là, la dernière randonnée de l'année 2023. Voilà, c'est comme ça que se termine ce bilan de cette année 2023 avec une trentaine de randonnées au total. Des bivouacs, des selles étoilées, quelques petites angoisses, des nuits dans le duster. Bref, ça a été très complet. J'espère que 2024 sera sur la même lignée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format de vidéo un petit peu différent que d'habitude vous plaît. Et puis pourquoi pas aussi me dire toujours dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde. Alors on m'a posé là récemment la question de avec quel matériel je filmais. Je peux très bien faire une vidéo dédiée sur les caméras ou la caméra que j'utilise pour filmer les randos que vous voyez sur cette chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'année, ça arrive dans quelques heures. Soyez prudents en tout cas sur les routes et puis sur les pistes là-haut, sur les sentiers. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!